Aujourd'hui, le drame, c'est que le politique ne décide plus de rien, ou presque. La notice de la drogue, c'est Duterte. Voilà, il n'y avait pas à chercher plus loin. Jésus est pédé, en fait, c'était pas une insulte à Jésus, mais c'était homophobe. Si je ramène pas ma gueule, je suis censuré. Mais c'est une question d'interprétation, c'est toujours interprétation quand ça les arrange. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous retrouve avec bonheur pour cette rentrée 2020. Nous avons la joie de recevoir mon compère Pierre Lours. Bonjour Pierre. Bonjour Anne. Qui nous réjouit avec des tweets extrêmement intéressants et amusants. Vous le trouvez sur Internet. Vous tapez Twitter. Pierre Lours. Pierre Lours. Comme un ours. Enfin non, pas comme un ours. L-H-O-U, non pas d'où pas d'H. L-O-U-R-S. L-O-U-R-S. Pierre Lours en un seul mot. Et nous allons donc discuter de ces récents tweets de l'été et qui sont un regard sur notre actualité extrêmement décapant et rassurant parce que quelquefois quand on est seul, on se dit on est en train de devenir fou et donc quand on rencontre un autre fou qui pense comme vous, on est très heureux. Donc, par les temps qui courent, il faut absolument trouver ce genre de médecine parce que sinon, c'est la déprime et la déprime est mère de toutes les maladies. Donc, si vous ne voulez pas tomber sous le coup du Covid, vous lisez Pierre Lours. Je voudrais, en commençant cette émission, rendre hommage à deux amis, enfin, pas deux amis, un ami, Jean-Pierre Dickès, qui vient de rejoindre le ciel, qui avait écrit de très beaux livres, et il est venu à cette émission. Ces livres, c'est L'ultime transgression et L'homme artificiel. Jean-Pierre Dickès était un homme d'une immense qualité, d'une grande activité, un grand chrétien. Il a commencé par être séminariste et puis devant les dérives du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, il l'a quitté, il s'est marié, il a fait 3 beaux enfants, ou 4, je ne sais plus. Il a exercé le métier d'accoucheur, mais il est resté médecin généraliste. Il a fondé avec sa femme une association pour venir à l'aide des Philippins sur le plan sanitaire. Ça s'appelait Rosa Mystica. Il a créé aussi ou dirigé l'association des médecins et des infirmières catholiques pour essayer de prévenir quelques dérives contraires à la loi des catholiques. Il a dirigé les cahiers Saint-Raphaël, ce sont des cahiers extrêmement intéressants qui font le point sur l'éthique médicale, elle aussi très malmenée ces derniers temps. C'était un historien régionaliste qui défendait la région de Boulogne et la langue de Picarde. Et il collaborait, il faisait de très belles émissions à Radio Courtoisie et sur Mediapresse Info. Voilà. Et je voudrais aussi évoquer un autre grand personnage qui est disparu le 16 août 2020. Il avait 99 ans. C'est Pierre-Yves Trémois. Pierre-Yves Trémois était un dessinateur et un peintre absolument hors pair. Il a enchanté ma jeunesse. Je ne sais pas s'il a enchanté aussi la vôtre, mais nous avions tous un poster de Pierre-Yves Trémois dans nos appartements. C'était un homme au dessin absolument parfait.
C'était un homme qui chantait la beauté, qui chantait l'amour, qui chantait le couple d'un homme et d'une femme. Le tableau que j'ai choisi pour illustrer vous le montre. Ce couple est juste à côté de petits spermatozoïdes qu'il a dessinés, qui montent et qui descendent. Tout ça est évidemment très démodé, vous le savez, puisque ça n'est absolument plus d'actualité. Mais il m'a plu de remettre à l'honneur ce grand, grand peintre, encore une fois. J'ai été sidérée, aucun grand journal n'a fait de rétrospective, n'en a parlé. Enfin, c'est de la honte parfaite. Alors que je trouve que il était peintre, mais aussi bien sûr dessinateur, et d'ailleurs, à mon sens, on ne peut pas être un très bon peintre si on n'est pas déjà d'abord un très bon dessinateur. Et ses dessins pouvaient être comparés avec ceux de Cocteau, sauf que Trémois avait un dessin incisif, un dessin d'une pureté, d'une vitesse extraordinaire, alors que Cocteau, c'était souvent un peu mou, un peu répétitif, etc. Oui, moi je les comparerais plutôt aux dessins de Dürer. Alors voilà. J'ai vu les dessins de Dürer dans une exposition et j'en ai été absolument éblouie. Non, tout ça est assez scandaleux, mais c'est pas grave, l'œuvre de Trémois demeure. C'est quand même l'un des seuls rares peintres contemporains à avoir été invité à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il a été exposé à l'Ermitage. Je profite, puisque je vous ai parlé de Mediapresse Info, de vous dire que j'ai été interrogée par Alain Escada sur sa chaîne, donc Mediapresse Info, sur Madame Roselyne Bachelot et la culture. Donc ça nous donne 1 heure d'entretien extrêmement drôle, parce que Alain Escada a toujours le sourire, et moi je m'efforce de l'avoir aussi. Donc ce sont des propos assez amusants sur cette nouvelle ministre de la Culture. Donc vous tapez sur Internet Escada, Brassier, Bachelot, et vous avez 1 heure de bon moment en cas d'insomnie la nuit. Alors nous venons à vous maintenant, Pierre Lours. Je rappelle que vous avez écrit un roman extrêmement amusant qui s'appelle La révolte des silencieux, qui lui aussi fait beaucoup de bien par les temps qui courent, parce que si ce qui se passe dans ce roman était suivi des faits, si vous faisiez des émules, nous en serions heureux, puisque c'est quand même, il faut bien le dire, un groupe de gens qui se réunit. Et qui se révolte. Oui, qui se révolte. On ne va pas en dire plus. Non, alors, si vous voulez, le but d'ailleurs n'est pas d'en faire des émules, comme je le dis dans la 4e de couverture, mais c'est d'avertir que si rien n'est fait pour que la situation change radicalement, et ça, j'ai écrit ce bouquin il y a 10 ans, oui. Malheureusement, je pense qu'il y aura des gens comme mes personnages de ce roman qui prendront le chemin de la révolte. Alors, vous savez que je vous ai cité parce qu'il y a un autre livre qui vient d'être lu qui s'appelle « Qui a tué le maire de Paris ?» Oui. Et qui est extrêmement drôle aussi, et qui est le récit des aventures de 5 ou 6 personnes qui pourraient avoir tué le maire de Paris. Voilà. Alors, nous venons à vos tweets. Oui. Peut-être pourrions-nous commencer par le tweet consacré à Madame Obono, qui est ce député de Paris oui. Qui se fait beaucoup remarquer en ce moment, alors qu'un député, finalement, ne devrait que faire son travail de façon très sérieuse. Alors, le tweet concernant Madame Obono, c'est en fait... Alors, au fil des différents sujets que nous allons aborder, je vais parler un petit peu de Twitter, si vous voulez, parce qu'il y a certainement certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment cette bestiole. Non. Parce que tout tweet, c'est gazouiller. Hein, donc, Twitter, c'est le gazouilleur, enfin bon, vous voyez. Et Twitter, c'est grosso modo, sur Internet, un système... sur lequel vous pouvez vous exprimer sur un sujet donné en 240 signes, je crois. 240 signes, c'est grosso modo 3 phrases, oui. 3-4 phrases maximum.
vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez, vous pouvez faire 20 tweets ou 30 tweets par jour, mais un tweet, c'est 3 ou 4 phrases. Bon. Et ce tweet en question, cette très très brève expression, elle peut être lue par beaucoup de gens. Alors, plus ou moins nombreux en fonction de votre notoriété, en fonction aussi des hashtags, des dièses que vous mettez dans votre tweet. Un dièse, si vous voulez, c'est en quelque sorte un classement. Oui, c'est ça. C'est une case qui va recevoir, par exemple, tous les tweets qui citent Éric Zemmour, tous les tweets qui citent Ensauvagement, etc. Voilà. Alors, grosso modo, voilà un tweet. Donc, vous avez comme ça un petit peu une idée de ce que pensent un certain nombre de gens à un moment donné sur un sujet donné. Exactement. Les gens en question, on verra ça au fil des différents tweets, sont de nature très différente, mais on en reparlera au fur et à mesure. Alors, Madame Obono, ce que j'ai fait, c'est non pas de rédiger un tweet, mais de reprendre un tweet qui m'a bien plu et de le retweeter, en quelque sorte. C'est-à-dire de le remettre en circulation, de lui donner un petit peu plus encore de visibilité. Et quel était ce tweet? Alors, c'était tout simplement un tweet qui contenait 1 minute à peu près de télévision de Éric Zemmour, où celui-ci disait que non seulement l'article de Valeurs Actuelles, enfin le roman de Valeurs Actuelles était tout à fait acceptable et qu'il était même tout à fait salutaire parce qu'il tournait un peu en dérision Madame Obono, qui, par le passé, niquait la France sans problème, participait ou organisait des réunions interdites aux Blancs, etc. Et donc placer Madame Obono en Afrique dans une aventure au XVIIIe siècle, elle remonte le temps, hein, c'est le principe de cette fiction. Valeurs Actuelles a toujours fait des chroniques décalées où des gens de l'ancien temps parlent de font des pastiches de la politique d'aujourd'hui. Donc c'est la marque de Valeurs Actuelles. Ah oui, c'est tout à fait. Ils n'ont pas fait quelque chose de spécial pour Madame Obono. Non. Alors, si vous voulez, je peux vous raconter rapidement. Alors, cet article de 6 pages. D'abord, il faut dire que les illustrations sont vraiment des très belles illustrations par Pascal Garnier, des illustrations en noir et blanc où les personnages ont soit un certain ascétisme, soit des traits, des jolis traits, comme d'ailleurs les traits qui représentent Madame Obono. Le style est fleuri, ironique, classique. Il replace Madame Obono, donc au XVIIIe siècle, elle est transportée, si je puis dire. Absolument, dans les couloirs du temps. Au XVIIIe siècle, et elle se retrouve dans un village dont elle ne comprend pas la langue, et elle est toute contente. Et alors elle va continuer à vouloir faire de la politique et vouloir persuader le chef de village que la place des femmes est importante, que ceci, que cela. Elle se croit à l'Assemblée nationale, mais dans un village africain, ça ne se passe pas comme ça. Et elle va se retrouver échangée et en fait vendue en esclavage pour récupérer des gens du village. Parce qu'elle n'est pas un enfant, elle n'est pas du village. Non. Et elle se retrouve dans une colonne d'esclaves et elle va connaître 1000 souffrances jusqu'à Tripoli. Où là, elle est rachetée par un diplomate. Un diplomate turc qui n'a strictement aucun goût pour les femmes. Mais qui cherche une maîtresse de maison. On sert quelquefois aussi à ça, c'est vrai. Voilà. Alors d'abord, c'est un emploi un peu décalé pour Madame Obono du XVIIIe siècle. Pour une féministe, se retrouver maîtresse de maison maniant la serpillière, ça ne peut pas. Mais comme elle a connu... ça, c'est sexiste, Pierre. Je vous le dis, c'est sexiste. Écoutez, peut-être. Mais si vous voulez, cette femme, Madame Obono du XVIIIe, a tellement connu des souffrances pendant tout son trajet, toute sa route qui l'a amenée à Tripoli, qu'elle accepte avec soulagement. Soulagement, absolument. D'être maîtresse de maison de ce diplomate qui est un homme gentil, qui la traite bien, etc. Et puis arrive, alors ça c'est le pompon, un moine qui fait partie de l'ordre de la Mercède, c'est-à-dire ces moines catholiques qui allaient en Afrique noire pour racheter les esclaves
chrétien, À la suite de Saint-Vincent de Paul. à la suite de Saint-Vincent de Paul, et qui arrive à soutirer cette Madame Obono et qui l'installe, le temps qu'elle se remet de ses émotions, dans un monastère en Provence. Et là, elle découvre que rien ne vaut l'amour et rien ne vaut l'amour que le Créateur peut nous porter. Alors En là, un mot, elle devient, je n'ose pas dire chrétienne, mais c'est quand même suggéré. Et là, c'est quand même un peu trop. C'est peut-être- C'est trop provocateur. Non. Alors, d'une part, le roman rappelle que la vérité, c'est-à-dire qu'il y a eu une traite faite par les marchands européens, mais que les marchands européens se fournissaient avec des hommes et des femmes qui étaient vendus par les Noirs eux-mêmes, Oui. les populations africaines Mais eux-mêmes. d'ailleurs, l'histoire qui est racontée là, de Madame Obono du 18e, là, elle est vendue par une ethnie qui n'est pas la sienne, une ethnie africaine. Elle est vendue au Toubou. Et ensuite, ce sont les négriers arabes qui la rachètent au Toubou. Donc, il n'y a même pas de blanc là. Alors, ce qu'il faut- Mais par contre, la traite blanche est mentionnée évidemment dans l'article. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle a participé. Dernièrement, on a reconnu crime contre l'humanité, la traite des Noirs, mais il y a eu des gens pour refuser que la traite africaine soit au même titre que la traite des Blancs. Donc, ce que font les Blancs, c'est pas bien. Ce que font les Noirs, ça peut passer. Absolument. Là, on touche l'absurde de ces lois historiques. Évidemment, on touche le mensonge, on touche le côté complètement irréaliste et surréaliste. Alors, parfois, il y a des exceptions, notamment sur Arte. J'ai vu le premier volet d'un documentaire sur l'esclavage, et ce premier volet était consacré à l'esclavage entre le 7e et le 14e siècle, 15e siècle, qui était exclusivement un esclavage fait par les Arabes, les musulmans, et qui se fournissait auprès des chefs africains et des tribus africaines. Et là, ça a été dit, si vous voulez, pendant 1 heure de documentaire, ça a été dit très clairement, très simplement. Donc, j'ai été Oui, mais c'est d'ailleurs Arte. très étonné. Arte a le droit de dire des choses parce que c'est Arte et mes valeurs actuelles, c'est pas bien. Non. C'est vilain, Non, vilain. non, non. Et d'ailleurs, Valeurs actuelles a reçu la visite impromptue d'un président d'une ligue africaine très violente. Et c'est tout à fait étonnant. Mais ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que 4 ministres ont soutenu Madame Obono. Le président de la République, là, ça tourne vinaigre. Alors, si on veut continuer, le titre des 10 petits nègres a changé. Ah oui, alors ça c'est encore un amusement, si je puis dire, puis il faut le prendre si on le prend au second degré. Les 10 petits nègres, ça a été changé. Alors je ne sais plus quel titre ils ont trouvé. Ils étaient 10, ils tout étaient simplement. 10, oui. Bon. Et alors, si vous voulez, moi j'ai fait un tweet sur ce sujet, parce que c'était quand même facile de se demander comment, si on allait remplacer d'autres termes qui pouvaient choquer certaines parties de la population, par exemple toutes ces pâtisseries, celles qui s'appellent religieuses, c'est quand même pas très gentil. Les jésuites, c'est pas terrible de manger un jésuite. Le Jésus, c'est une espèce de gros saucisson. Enfin, franchement, là, on est dans la franc-maçonnerie la plus pure. Le blanc-manger, qu'est-ce que c'est que ça, le blanc-manger? On veut croquer qui? Bon, des petits blancs. Les blancs-becs, les bâtards et tout ça. Bon, il faut peut-être rebaptiser tous ces... Il faut peut-être changer tous ces noms et en prendre d'autres. Alors moi, j'ai proposé d'ailleurs, en glissant un peu plus, qu'on pourrait, par exemple, appeler un con un phénix, et pourquoi pas un éditeur une lopette. Vous voyez voilà. Alors, à propos de livres, il y a eu toujours dans ce même état d'esprit, il y a eu un mini-scandale. A été publiée la liste des livres qui se trouvent sur le site internet de Sciences Po. Site qui n'a pas été fait par Sciences Po, qui n'est que l'écho de ce que les étudiants de Sciences Po ont proposé. Et ce sont tous d'abord des auteurs anglo-saxons, anglais ou américains. On est à Sciences Po, rue Saint-Guillaume tout de même. Non, on n'a aucun esprit qui puisse écrire en France, non. Et
Et les sujets sont tout de même des sujets très, très ciblés sur le genre, sur le sexe ou l'absence de sexe, sur la race, ou l'absence de race, enfin, des sujets qui n'ont pas finalement grand-chose à voir avec la res publica. Si on fait Sciences Po, je croyais que c'était pour s'occuper de la chose publique, la République, non. Alors, si vous voulez, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regarde ce flot d'attaques, de déformation de la vérité, de liberté qui tombe, etc. C'est un Niagara en ce moment. Oui, oui, c'est extraordinaire. Et alors, si vous voulez, moi j'y trouve une raison d'espérer, parce que j'ai l'impression que le système vraiment ne sait plus où donner de la tête, s'il en a une. Bon. Et je crois que c'est pas forcément mauvais signe. Si vous voulez, quand on se défend comme ça tout azimut, c'est qu'on se sent assiégé. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas assez eux qui se sont renfermés dans leur idéologie mortifère et qui, évidemment, une fois que vous vous renfermez, vous vous sentez assiégé. Voilà. Donc, ce n'est pas mauvais signe, pourvu que ça continue. C'est ce que j'aime en vous et c'est pour ça que je lis vos hashtags tous les jours parce que vous n'êtes jamais désespéré. Et que voulez-vous évoquer maintenant ? Écoutez, hier soir, j'ai regardé le film Le gendarme et les gendarmettes, un film de 1982. Et le thème, grosso modo, avec De Funès bien sûr et puis Galabru, c'est 3 femmes blanches et une femme noire qui vont arriver dans une brigade, la brigade de Saint-Tropez, et qui vont bouleverser la vie de cette gentille brigade. Donc c'est la suite du gendarme de Saint-Tropez. Voilà, c'est le dernier volet, je crois. D'accord. Ou il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Comme j'en ai vu aucun, il faut que je me cultive. Ah, il faut voir le premier, le gendarme de Saint-Tropez. Le premier, les autres, c'est quand même un peu des... Si, il y a le gendarme se marie qui est très drôle là, avec Claude Jansac. Bon. Donc, celui-ci n'est pas très, très intéressant, mais il est intéressant pour nous aujourd'hui parce que donc il y a une femme noire, jeune gendarme, qui arrive dans la brigade de Saint-Tropez. Et alors, il y a évidemment dans ce film des propos, des répliques qui ne pourraient plus du tout être dites, tournées de nos jours. Je vous en donne quelques exemples. C'est Galabru Gerbert qui dit « Les femmes dans la gendarmerie, et une noire par-dessus le marché. » Ça tombe sous le coup de la loi. Épouvantable. Il y a un rêve de Cruchot, donc de Funès, qui raconte son rêve et qui dit « Ah, la non-blanche, enfin la noire, il parle de la noire, et il la voit avec la grenade du képi qui a été changée par 2 fémurs croisés. » Oui, sous le coup de la loi. Voilà, pareil. Allez hop, il y a Gerbert encore qui parle de « notre petite négresse », et puis qui se reprend juste à temps et qui dit « notre petite noire ». Bon, alors... enfin, alors là, si vous voulez, c'est presque cerise sur le gâteau, sauf que c'est main sur les genoux. À un moment donné, on voit Galabru qui est entouré par 2 des jolies gendarmettes et il place ses grosses mains sur les genoux de ses voisines. Ah, si vous voulez, c'est scandaleux. Ça, c'est l'accusation d'harcèlement sexuel immédiate. Alors, heureusement, notre héroïne noire, qui est une jolie femme, incarnée par une jolie femme, et donc dans le film, elle s'appelle Yo Macumba. C'est grâce à Macumba que les bandits sont arrêtés et pris. Voilà. Donc, déjà, il y a une discrimination positive dès 1982. Déjà. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un film qu'on ne pourrait plus retourner. Donc, c'est à voir comme curiosité. Non, mais la chape de propagande qui s'est abattue, nous en avions parlé à la dernière émission, qui s'est abattue sur le monde du cinéma, de la publicité, de l'édition, mais on n'a jamais vu ça. Non. Jamais. Non. Jamais. Je crois que même en URSS, même en Allemagne, il n'y avait pas cette espèce de monomanie de chaque instant. Et puis, si vous voulez, en URSS, alors évidemment, les gens ont eu le temps de réaliser, mais en URSS, la propagande était là, mais la plupart des gens n'étaient pas dupes. Non, il y avait un second degré, alors que de nos jours, ils avalent. Écoutez, ils avalent tout. Il y a eu, il y a 3 semaines ou 1 mois, un sondage pour savoir quelle était la popularité, la confiance qu'on portait en Macron. 50% des Français disaient qu'ils avaient confiance. Alors, il y avait un biais, parce que quand vous regardiez bien le sondage, il disait 50% des Français ont confiance en Macron, mais en fait, c'était 50%. Dans les 50%, il y avait ceux qui disaient « j'ai confiance en Macron » et il y en avait qui disaient « j'ai plutôt
confiance en Macron. Oui, Ce oui. qui change tout, Tout, bien le sûr, plus tôt. bien sûr. Bon, enfin, ça, c'était gommé. Bien. Alors, autre tweet que j'avais émis, c'était à propos du match de football entre le PSG et l'équipe du Bayern de Munich. C'était une coupe, je ne sais plus, d'Europe, bon, enfin, peu importe, très haut niveau, c'était la finale. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est quand on regardait le maillot, le nouveau maillot des joueurs du PSG, Qui sont donc la propriété du Qatar. du Qatar. Toujours. Vous savez, tout le monde ne regarde pas le foot et tout le monde Absolument, ne sait pas ça. absolument. Ben, moi, je ne regarde pas le foot, mais je sais que ça appartient au Oui, Qatar. mais vous êtes un esprit pointu. Bon, Et vous donc- recherchez. Et donc, appartenant toujours au Qatar, néanmoins, ils ont changé de sponsor. C'est plus Fly Emirates qui sponsorise et qui est sur le maillot, c'est en fait le groupe Accor, qui est tout à fait français. Ouais, Bon. oui. Et le groupe Accor met en vedette Oui. un service qu'il appelle All. Ça veut dire Accor Live Limitless, en français dans le texte. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, grosso modo, si on traduit la vie sans limite d'accord, ou je sais pas quoi, enfin un truc, bon, bateau. Et donc, c'est les trois initiales, les trois lettres, c'est ALL. Mais le problème, All. c'est que la graphie est. Eh bien, la calligraphie est une calligraphie arabisante. Voilà, tranquillement. Et on s'aperçoit donc que ça évoque vraiment l'ambiance arabisante. Et même à la limite, on se demande si au lieu de lire ALL, on ne lirait pas ALI. Ouais, Ali. c'est ça. Bon, je ne sais pas. D'autant plus que Ali, c'est un chiite, c'est le premier imam, alors que le Qatar n'est pas chiite. Mais, mon Dieu, pour les Occidentaux, Oui, qu'est-ce que tout ça peut est très faire? loin. Oui, oui. Tout Voilà. ça est très loin. Donc ça, c'était assez drôle de voir que cette équipe soi-disant de Paris Saint-Germain, Saint-Germain d'ailleurs étant de moins en moins cité, arborait ce maillot complètement accaparé en quelque sorte par l'ambiance arabisante. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Bon, c'est comme ça. Alors ils ont perdu. Ils ont perdu. Alors ce qui est terrible, c'est qu'ils ont perdu grâce à un but marqué par un ancien joueur du PSG, et qui n'est pas un joueur africain, immigré, etc. Non, c'est un Antillais. Et si vous voulez, dans la catégorie noire, si vous me permettez, l'Antillais est quand même moins prisé que l'Africain. Déjà, il est quand même un peu corrompu, si vous voulez. Mais il est l'ambiance. métis. Ah, n'en Ça. parlez pas. C'est ça qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ont horreur de métis. Voilà. Et alors d'ailleurs, à propos de métissage, la personne... C'est une sacrée vengeance. Hein. Bien sûr. La sénatrice qui est donc sur le ticket avec Joe Biden, Oui. dans tous les journaux, que ce soit Le Figaro oui. ou Le Monde, ils Oui. ont dit qu'elle était noire, Oui. alors qu'elle est métisse, Oui, et oui. qu'elle est métisse en plus d'Indiens, Oui, oui. d'Indonésie. Oui, 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 Bon, oui, mais enfin bon, peu importe. ne relevez pas tout ce qu'il y a de faux dans les journaux. Non, vous y- non, non, non. Vous y passeriez le restant de votre vie, Absolument. que j'espère longue. Merci. Merci. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut maintenant parler un petit peu plus, on peut s'élever un petit peu dans la réflexion. Et j'avais commis un petit tweet, on peut dire un petit peu de culture générale, un peu philosophique, un peu... Bon, où je critiquais notre slogan liberté, égalité, fraternité, en disant que la liberté, elle effrayait la plupart des gens, que l'égalité, c'était contre nature, et que la fraternité ne résistait pas à l'égoïsme de chacun. Bon. Et j'avais dit qu'il faudrait peut-être remplacer ce slogan par un mot, conscience. La conscience. La conscience qui donne la liberté, la conscience qui peut donner l'amour et qui peut donner la paix. Bon. Voilà, j'avais fait ce petit tweet de réflexion. Mais sur Twitter, il faut mieux pas faire des tweets de réflexion. Alors, il y a toujours des gens qui vous suivent quand même, mais si vous voulez avoir une audience importante que vous mesurez sur Twitter, à chaque tweet, vous pouvez voir combien de personnes vous ont lu ou en tout cas aperçu, parcouru. Il faut faire des tweets qui sont soit drôles, soit très concrets, très limités, très concrets, soit très engagés. Mais la réflexion, ça ne marche pas toujours.
c'est les limites un peu, si vous voulez, du café du C'est-à-dire que c'est commerce. pas... Oui, c'est le café du commerce. Et puis, le petit nombre de mots n'entraîne pas la réflexion. C'est trop court, c'est vrai. C'est ça la difficulté d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs fort intéressant parce que ça peut obliger tout simplement d'avoir une pensée concise. Oui, mais vous, vous recherchez cet exercice-là. Mais est-ce que la plupart des contemporains qui ouvrent leur téléphone et qui tweetent comme des enragés cherchent la pensée concise? Pas vraiment. Et en plus, la pensée concise à lire, si vous voulez, elle demande un effort d'imagination. Si vous voulez, absolument. On est, ce que disait Maurras, on est sans arrêt dans l'émotionnel. Ouais. On n'est plus du tout dans la pensée. Oui, absolument. Dans le rationnel et dans la pensée. Et là, on va dans le mur. Enfin, quand chacun se met à réagir avec ses tripes, ça fait beaucoup de tripes sur la table. Ça va bien. Continuons. Alors, on pourrait parler du Covid. J'en ai parlé, évidemment, du Covid, bien du coronavirus, etc. C'était, de toute façon, un des sujets de préoccupation essentiels sur Twitter pendant toute cette période. Et alors, moi, je me suis amusé, par exemple, à prendre la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise » et de faire quelques phrases dans ce rythme en disant que quand il fallait des masques, ils n'étaient pas utiles et de toute façon, il n'y en avait pas, donc il y avait intérêt à ce qu'ils ne soient pas utiles. Quand il fallait des tests, il n'y en avait pas assez et de toute façon, on ne les mettait pas au bon endroit. Et quand il aurait fallu une tête, ben, malheureusement, il n'y en a toujours pas. Bon, voilà un petit truc sur le Covid. Mais pour être plus précis, et ce qui m'avait plus amusé, c'était la règle pédagogique de M. Véran. Vous savez, M. Véran, ce premier de la classe, là, qui est maintenant qui était ministre. dans l'ombre de Buzyn et qui maintenant est en première Voilà. position. Qui a une tête vraiment un peu de premier de la classe, un peu agaçant. Vous voyez on peut dire que il a un peu une tête de vainqueur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un film comme ça où on parlait des têtes de vainqueurs. Vous savez, c'était avec l'ermite et Villeray. Ah oui. C'était un très bon film. Et pendant tout le film, on croit que le vainqueur, c'est-à-dire le con, ça va être Villeray. C'est le dîner de cons. Oui. Et en fait, c'est pas Villeray le con, c'est l'ermite. Oui. C'est magnifique film. Magnifique. Une grande fable. Oui, une grande fable contemporaine. Oui. Et donc, M. Véran, pour être bien compris de ses congénères, donc de nous autres, avait édicté la règle A, B, C, D. C'est ce qui voulait nous donner un moyen mnémotechnique pour savoir quand il fallait porter un masque. Alors, A, c'est quand on est à risque. B, quand on est dans un lieu bondé. C, dans un endroit clos. Et D, où il est impossible d'avoir des distances. A, B, C, D. Alors déjà, la règle mnémotechnique, elle n'est pas facile quand même à comprendre. Non, elle n'est pas bonne. Alors moi, j'ai changé cette règle mnémotechnique, enfin cette signification en gardant A, B, C, D, et j'ai trouvé que ça pouvait très bien qualifier l'action même de M. Véran. A comme abrutir, B comme baiser, enfin, J'y ai pensé. nous baiser, J'y ai pensé. nous avoir, nous couillonner, pas nous faire jouir, nous faire plaisir, baiser, nous baiser. C comme conchier. J'ai trouvé que le terme un peu ancien, si vous voulez, pouvait évoquer les épidémies anciennes, vous voyez, les pestes, les machins, les trucs. Et D comme dardard. Abrutir, baiser, conchier, dardard. Voilà. Bon, ça m'a bien amusé. Ce que j'aime aussi, c'est que sous votre air onctueux, gentil, drôle, vous pouvez être extrêmement coupant. Alors, pour revenir au Covid, j'ai pris l'avion pour revenir de Corse il y a peu de temps. Alors, la distanciation dans l'avion, si vous voulez, il n'y en a pas. Enfin, déjà, on est vraiment à touche-touche dans chaque siège que l'on occupe. Sur Absolument. chaque chef qu'on occupe. Et dans le train, quand Pareil. on va au tourniquet, Pareil. on est tout à fait... J'ai failli dire... J'ai failli crier dans la queue et la distanciation sociale. Non, pas. Alors, il y a les règles qui ont été édictées à Paris. Alors, quand vous êtes à vélo ou quand vous courez, vous n'avez pas besoin de mettre de masque. Oui. Ce qui est extraordinaire, parce que moi, j'ai croisé il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui court. Moi, j'étais sur le trottoir et l'autre, il courait. Oui. J'ai senti son souffle. Ben, évidemment, ils font des efforts. C'est comme à vélo. Il y a les pistes cyclables à côté des piétons, vous sentez le souffle. Donc, c'est complètement aberrant. En fait, on s'aperçoit que toutes les règles, toutes les
les politiques qui ont été conduites, soit c'est de la mascarade totale, c'est-à-dire on n'a pas de masque, on dit que le masque est inutile, etc. Soit il y a des raisons économiques. Tout d'un coup, il faut remplir quand même les avions, donc la distanciation sociale, on s'en fout. Soit c'est idéologique. Par exemple, les gens qui font du vélo à Paris, c'est forcément des gentils et qui votent bien. Ce sont nos électeurs, Mais donc oui. il ne faut pas les contredire, Voilà. ni les contrarier. Voilà. On en est là, quoi. Et on va terminer sur une belle image. C'est l'image de l'atelier Siloé. Oui, Pour partir dans un autre temps, oui. c'est-à-dire au Moyen Âge. Et ce que nous allons montrer, c'est le code des artisans illustré. Alors, Qu'est-ce que ça c'est? s'appelle la prière des artisans. La prière des artisans. La prière des qui a artisans. été réalisée au XVe siècle. On ne connaît pas l'auteur et elle a été mise en enluminure, elle a été enluminée sur du parchemin noir. C'est dans le style des heures noires que le duc de Bourgogne avait encouragé. Alors pourquoi le noir? C'est parce que le noir, si vous voulez, était une couleur solennelle, il est toujours d'ailleurs. Mais enfin à cette époque encore plus, une couleur solennelle, comme d'ailleurs avant le pourpre était une couleur solennelle dans l'Antiquité. Oui. Donc c'était des parchemins de chèvre, par exemple, qui étaient teintés de noir, et sur ce parchemin étaient peints à l'or, et avec des peintures de pigments, etc., donc des enluminures. Et le texte en question, qui s'appelle la prière de l'artisan, c'est en quelque sorte un code de l'action. C'est un magnifique texte. Est-ce que je peux le citer? Je vous en prie. Seigneur, ne me laissez jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a du travail. Et que tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et que tout amour est creux, qui ne me relie pas à moi-même et aux autres et à toi, avec un T majuscule. Et il y a plusieurs strophes. Plusieurs strophes de la même qualité, de la même précision, de la même ouverture, de la même générosité. Ça nous donne une idée de ce qu'est une civilisation. Et la civilisation médiévale en était une très belle. Et si vous voulez, c'est l'atelier, Siloé, dans son atelier de Siloé, qu'on peut trouver, que les téléspectateurs peuvent retrouver sur le net, atelier de Siloé, essaye de travailler et de faire travailler ses élèves dans l'esprit de cette prière de l'artisan. Et d'ailleurs, avant chaque session de 3 heures ou de 6 heures, il récite, elle lit ou il récite ce texte. Voilà. C'est magnifique. Merci de nous avoir élevés au-dessus de, j'avais envie de dire de la mêlée, mais je pensais à autre chose que je ne dirais pas, par courtoisie. Merci beaucoup, Pierre Lours. Merci, donc, chers amis TV Liberté, vous savez tout maintenant. Tweet Pierre Lours et vous passez un très bon moment et vous oubliez toutes les catastrophes qui nous tombent sur la tête. Merci, Pierre. Merci. Et à très vite. Au revoir, chers amis TV Liberté.